Bonjour à toutes et à tous, Alexis Bonaran, éducateur canin dans les Yvelines, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va se retrouver pour une première série de vidéos qui va être dédiée finalement aux différentes méthodes d'éducation que l'on a à notre disposition et à l'équilibre éducatif qu'on va chercher à mettre en place avec notre chien finalement pour avoir une éducation optimale, d'accord? Cette série de 4 vidéos va se décomposer de la façon suivante. On va avoir une première vidéo dont on va traiter aujourd'hui concernant l'éducation naturelle. Cette éducation naturelle qui constitue le socle de l'éducation du chien. On y reviendra. Deuxième vidéo qui va être consacrée ensuite à l'éducation positive. On va en voir la méthode, les avantages, les inconvénients également. Troisième vidéo qui va être consacrée à ce qu'on appelle l'éducation coercitive, méthode, avantages, inconvénients. On fait le tour de cette méthode-là également. Quatrième vidéo, là on reprend les trois méthodes d'éducation dont on a parlé. On voit finalement l'équilibre qu'on met en place, quand est-ce qu'on utilise ce type d'éducation, quand est-ce qu'on utilise l'autre. Bref, on raccorde correctement ces différentes méthodes d'éducation. C'est parti aujourd'hui donc pour l'éducation naturelle, on traite ça de A à Z, méthode, avantages, inconvénients. Alors, on commence par une définition de l'éducation naturelle. Qu'est-ce que l'éducation naturelle? C'est quelque chose aujourd'hui qui est assez flou quand vous cherchez à vous renseigner et on trouve assez rarement une définition claire de l'éducation naturelle. Beaucoup de personnes, y compris des professionnels hélas, mélangent l'éducation naturelle à d'autres méthodes comme l'éducation douce ou l'éducation positive, alors qu'en réalité ce n'est pas la même chose, c'est bien deux modes d'éducation différents si on parle d'éducation positive ou d'éducation naturelle. On va bien définir ça aujourd'hui pour que ce soit clair. L'éducation naturelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien très concrètement, c'est l'éducation du chien de SDF à Paris par exemple, ou l'éducation du chien errant en ville, que vous retrouvez parfois en France, que vous retrouvez plus couramment dans d'autres pays comme en Espagne ou en Italie, où on en voit un petit peu plus régulièrement. Et bien finalement, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces chiens-là? Et bien ce sont des chiens qui sont en liberté dans un environnement extrêmement riche et qui en général sont plutôt très bien éduqués, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas de façon excessive à cet environnement. Tout se passe bien, le chien est en liberté. Quand le maître, le SDF à Paris est avec son chien et qu'il est assis quelque part sur un banc, le chien est couché à côté de lui. Lorsqu'il se lève et qu'il part en marchant, le chien part en marchant et il le suit quasiment au pied. Eh bien, comment se fait-il finalement que ce chien-là soit si bien éduqué? Ou comment se fait-il que le chien errant, qui lui n'a même pas de maître du tout, il soit si bien éduqué, qu'il saute pas sur les passants, qu'il soit capable de regarder à droite à gauche avant de traverser la route? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, première chose, vous l'avez je pense compris, dans un cas, on a un maître, vous l'aurez remarqué, qui n'intervient pas, et dans l'autre cas, l'autre exemple qu'on a donné, eh bien, il n'y a pas du tout de maître. Donc un premier principe d'éducation naturelle, c'est la non-intervention du maître. Dans les deux autres types d'éducation dont on va parler, le maître va intervenir. Ça va même être le principal intervenant et le principal facteur d'influence. Là, pour le coup, le facteur d'influence, c'est pas du tout le maître. Le maître, on lui demande de ne pas intervenir. 4 phénomènes dans cette éducation naturelle: l'autorégulation, la saturation, le mimétisme et l'habituation. C'est ces 4 phénomènes-là qu'on va décrire et qui font partie de l'éducation naturelle. Donc premier phénomène, on a dit l'autorégulation. Qu'est-ce que l'autorégulation? Eh bien c'est tout simplement le fait de laisser son chien confronté en liberté à son environnement et finalement le laisser s'autoréguler. Je m'explique. Le chien qui va se retrouver en pleine ville face à une foule qui défile non-stop, il va aller voir une personne, 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, et puis au bout d'un moment, et bien finalement, il va voir que il va les voir, il ne se passe rien, il va finalement s'autoréguler par l'expérience. C'est-à-dire qu'il va aller voir les gens, il voit au fur et à mesure qu'il n'a pas d'intérêt particulier à aller voir les gens, et donc finalement il va se réguler. Comme je vous dis, il va aller voir 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes, et puis au bout d'un moment il en aura marre, il verra qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc le chien s'autorégule sans que personne n'ait besoin d'intervenir. Cette autorégulation, elle peut se faire de deux façons. Soit par des expériences neutres. Mon chien se lève, il va voir une personne, 2 personnes, 10 personnes et les gens ne réagissent pas.
soit par des expériences négatives. On a parlé tout à l'heure du chien de rue qui est capable de regarder à droite à gauche avant de traverser la route pour voir s'il y a une voiture qui arrive. Et bien ça, c'est typiquement de l'éducation naturelle en général. Et comment elle s'est faite cette expérience? Eh bien, elle s'est faite en général de façon négative, c'est-à-dire que le chien a cherché à traverser la route une ou deux fois, et puis là, la deuxième fois, pas de chance, il y a une voiture qui arrive, cette voiture, elle pile, elle klaxonne, le chien se fait peur, et là il se dit ok, quand il y a une voiture qui arrive, il y a un danger. Si ça se reproduit 2-3 fois de suite, le chien va bien associer le danger, le stress, avec la voiture, la situation. Et donc au fur et à mesure, ces expériences négatives de voitures qui arrivent, qui klaxonnent, qui lui font peur, qui passent vite, eh bien elles vont auto-réguler le chien, c'est-à-dire que le chien va apprendre et va se réguler de façon autonome face à cette situation. Donc premier principe d'éducation naturelle, l'autorégulation. Deuxième principe d'éducation naturelle, l'habituation. Qu'est-ce que l'habituation? Eh bien c'est tout simplement le fait de s'habituer, c'est-à-dire d'être confronté de façon régulière, voire de façon quotidienne, à l'environnement et aux expériences qui posent entre guillemets problème ou qui doivent être travaillées. Donc ça c'est ce qu'on appelle le phénomène d'habituation, et donc ça c'est le fait de plonger régulièrement le chien dans un environnement relativement riche et surtout de l'y plonger donc régulièrement voire quotidiennement, et après peu importe qu'il soit en laisse ou qu'il soit en liberté, là on est vraiment sur un phénomène d'habituation, le chien prend l'habitude d'être dans cet environnement. Le chien pourrait très bien être, si on prend un extrême, pourrait très bien être attaché à un lampadaire en laisse, qu'il s'habituerait au fur et à mesure à cet environnement. Donc là, on n'est pas sur le même principe de fonctionnement que tout à l'heure. L'autorégulation, on a bien dit que ça sous-entendait la liberté et l'expérience. C'est-à-dire que le chien doit pouvoir aller expérimenter la chose, l'environnement, pour s'autoréguler. Là, on n'est pas dans un phénomène d'autorégulation, mais on est bien dans un phénomène d'habituation. Troisième phénomène, la saturation. Alors ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et que vous pouvez remettre en place de façon relativement facile au quotidien. Qu'est-ce que la saturation? Eh bien c'est tout simplement le fait de plonger le chien dans un environnement et qu'il ne puisse plus s'intéresser à tous les éléments de cet environnement. Alors comment c'est possible? Eh bien il y a deux facteurs d'influence en saturation. Le premier facteur d'influence, c'est tout simplement la durée. Typiquement le chien de rue ou le chien de SDF qui est toute la journée, 24 heures sur 24 au milieu de la rue, et bien forcément au bout d'un moment il va saturer, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il dorme, il faut bien qu'il se repose, il faut bien qu'il se couche. Et donc finalement il va le faire au milieu de cet environnement extrêmement riche, il ne va pas pouvoir s'y intéresser non-stop, il va saturer, il va se poser, il va se coucher. Et en fait en se couchant et en se posant, le chien, et bien finalement il prend l'habitude de rester calme et de ne pas réagir à cet environnement extrêmement riche, de ne pas réagir aux passants, de ne pas réagir aux chiens qui passent devant. Pourquoi? Un, parce qu'il s'est autorégulé en y allant toute la journée. 2, parce qu'il est en train de s'y habituer en y étant quotidiennement. Et 3, parce qu'il sature. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne peut plus. Donc on a dit, première chose, travailler en saturation par la durée. Premier facteur d'influence. Deuxième facteur d'influence dans la saturation, c'est la richesse de l'environnement. Vous comprenez bien que même vous, votre chien, si vous ne le plongez ne serait-ce qu'une heure dans un environnement extrêmement riche, c'est-à-dire au milieu de la foule ou au milieu d'une grande allée piétonne, etc., votre chien ne va pas pouvoir réagir à chacun des stimuli de cet environnement. Et donc il va saturer, il ne va pas pouvoir aller s'intéresser à chacune des personnes, il va saturer et il va se désintéresser de ces gens. D'accord? Donc phénomène de saturation, que ce soit dans la durée pour le chien qui passe toutes ses journées dans la rue ou dans l'environnement qui pose problème. En réalité c'est aussi ce qui se passe chez vous à la maison. Votre chien, il est habitué, il s'autorégule, il sature, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il ne va pas s'intéresser à tout ce qu'il y a dans l'environnement, ça ne l'intéresse plus, il est habitué, c'est pour ça que votre chien à la maison est capable de se poser et de se coucher comme ma chienne au bureau. Et finalement, deuxième méthode, c'est, en général d'ailleurs les deux, c'est tout simplement par la richesse de l'environnement comme on l'a dit. Donc je mets mon chien dans un milieu très riche et il finit par saturer également. Ça sous-entend que ça on peut le faire du coup sur une durée relativement courte. Vous au quotidien, j'emmène mon chien 1 heure sur une place piétonne où il y a du monde, je reste en mouvement, je bouge, etc. Mon chien va aussi saturer. Quatrième et dernier phénomène dans cette histoire d'éducation naturelle, c'est le mimétisme. Alors il y a deux types de mimétisme. Il y a le mimétisme intraspécifique, c'est-à-dire avec les congénères, et le mimétisme interspécifique,
c'est-à-dire avec les autres espèces, en l'occurrence en général, c'est avec l'homme, d'accord? Avec l'homme, avec le maître, mais aussi avec les passants. Alors qu'est-ce que cette histoire de mimétisme? Eh bien vous comprenez bien que par exemple, si le chien de SDF, il reste aussi calme couché à côté de son maître, ou qu'il marche tranquillement à côté de lui quand ce dernier se déplace, eh bien c'est tout simplement parce que son maître a un comportement parfaitement normal et naturel. D'accord? Il ne surréagit pas aux stimuli de l'environnement. Alors que les maîtres, et par expérience professionnelle, ont tendance à surréagir de façon systématique à tous les stimuli de l'environnement. Je m'explique. Si à chaque fois que vous êtes en promenade et que vous croisez un passant, un marcheur, un jogger, un chien, vous raclez votre chien, vous le faites revenir au pied, vous lui remettez la laisse, etc. Eh bien ça, c'est un signal que vous envoyez de façon systématique à votre chien. Vous adoptez un comportement spécifique, votre chien adoptera un comportement spécifique. D'accord? Donc le chien, il n'est pas bête, il se dit tout simplement tiens, je vais regarder mon maître. Il a tendance naturellement, le chien, à mimer et il regarde son maître, il se dit tiens, il y a quelqu'un qui arrive, mon maître me rappelle, il est tout stressé, il me rattache. Votre chien voit tout de suite que la situation est particulière. Et donc finalement, si mon maître adopte un comportement spécifique, je vais adopter un comportement spécifique. D'accord? En revanche, si vous gardez le comportement le plus normal et naturel possible, vous avez d'autant plus de chances que votre chien adopte un comportement normal et naturel. D'accord? Comment attendre de son chien qu'il adopte un comportement normal si vous, derrière, vous adoptez un comportement très spécifique? C'est pas possible. Deuxième élément intéressant là-dessus, même lorsque vous n'êtes pas particulièrement en stress, mais que vous adoptez à nouveau des comportements spécifiques, vous allez avoir tendance à influencer votre chien. Exemple, je vois un chien qui arrive en face. Si à chaque fois que je vois un chien arriver en face, je rappelle mon chien, je le remets en laisse, bonjour, il est gentil votre chien? Oui, bah super, on va les lâcher ensemble et ils vont jouer pendant 15 minutes. Vous pouvez être sûr qu'à l'âge adulte, vous risquez d'avoir un chien qui est difficile à gérer vis-à-vis de ses congénères. Et typiquement, moi j'ai très souvent, toutes les semaines, des clients qui m'appellent, oui bonjour monsieur, j'ai un souci, mon chien dès qu'il voit un de ses congénères, il part en courant à 50 mètres, il va jouer avec pendant 15 minutes et j'arrive pas à le rattraper. Oui, sauf qu'en réalité, qui est-ce qui a habitué le chien à fonctionner comme ça? C'est le maître lui-même qui, quand le chien était chiot, l'a amené voir d'autres chiens, commencer par une première phase de frustration en le tenant bien serré au bout de la laisse, et puis une fois qu'on lui a dit que le chien était gentil, paf, les deux maîtres, ils ont lâché leur chien l'un contre l'autre, ils se sont mis à jouer pendant un quart d'heure et ils n'ont rien contrôlé du tout. Ce qui fait qu'en fait, ces gens-là, en général, ils ont des chiens qui ne sont pas sociables. Ils sont gentils, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller agresser les congénères, mais ils ne sont pas sociables. Sociable, ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser les codes de communication. D'accord? Et un chien qui voit un autre chien qui part en courant, qui lui saute dessus pour jouer, il n'est pas sociable, il est gentil. Et qu'est-ce qui fait que ce chien est gentil mais pas sociable? C'est que son maître ne l'a jamais laissé se confronter finalement à un environnement et à des expériences, notamment vis-à-vis des congénères variées, et finalement il a créé ce comportement-là chez le chien, il l'a empêché finalement d'avoir aussi ces phénomènes d'autorégulation, etc. Si à chaque fois que je croise un chien, je laisse mon chien en liberté, qui va le voir, paf, une fois il joue, une fois il se fait un petit peu remettre en place, etc., mais que moi à chaque fois je continue à avancer normalement, naturellement, eh bien mon chien va voir, bah tiens, mon maître il adopte un comportement normal, donc je vais dire bonjour et puis je passe mon chemin, je continue à aller le voir. Alors bien évidemment, si je vois un fauve à 50 mètres devant moi, le chien est muselé et autres, je vais rappeler mon chien, bien évidemment. Maintenant, dès lors que vous êtes dans une situation où vous allez voir qu'en face, le chien est lâché ou autre, ben, on va laisser notre chien un maximum lâché et ça va lui permettre également de croiser des chiens qui n'ont pas envie de jouer, voire des chiens plus matures qui vont un petit peu le remettre en place sur certains comportements. Alors que si, lorsque je croise quelqu'un, je lui demande à chaque fois, votre chien il est gentil, il a envie de jouer, et quand on me répond non, bah, je passe mon chemin, ça veut dire que je ne montre à mon chien que des chiens qui ont envie de jouer, que des congénères qui ont envie de jouer, et finalement ça devient le mode de fonctionnement de mon animal. D'accord? Donc voilà ces 4 phénomènes, on a parlé d'autorégulation, d'habituation, de saturation et de mimétisme. On attaque maintenant la deuxième partie, la méthode. Alors, très concrètement, comment est-ce qu'on met en place cette éducation naturelle? Eh bien, premier élément, il faut savoir que malgré tout, c'est plus facile à mettre en place avec un chiot qu'avec un chien adulte.
tout simplement parce que votre chiot ne va pas réagir de la même façon. Un chiot, lorsqu'il est assez jeune, notamment sur la période d'imprégnation, jusqu'aux 3 mois en gros, il va réagir de façon beaucoup moins intense aux stimuli extérieurs. C'est-à-dire qu'il va s'y intéresser, il va être un peu timide, mais il ne va pas aller voir plus que ça. Ce qui fait que si vous le lâchez dès tout petit, vous avancez, votre chiot naturellement va vous suivre et finalement le chiot va s'habituer très facilement, très naturellement à cet environnement. Avec un chien adulte, c'est moins évident parce qu'il est plus énergique, il va avoir tendance à avoir tout de suite des comportements beaucoup plus dérangeants comme sauter sur les gens et autres, et les gens que vous allez avoir en face de vous, qu'ils aient un chien ou qu'ils soient simplement en train de marcher, eux auront aussi beaucoup plus d'appréhension. Donc c'est moins évident, mais ça se met en place quand même de la même façon, ça s'adapte juste un petit peu, on va le voir comment. Maintenant, on peut tout simplement mettre une longe, d'accord? Vous prenez une longe d'une dizaine de mètres de long, vous attachez la longe à votre chien et vous la laissez traîner par terre, vous vous en occupez pas. Simplement, quand vous allez croiser quelqu'un, vous allez ramasser cette longe à la main, ou quand vous allez croiser un chien, vous allez ramasser cette longe à la main, notamment en forêt, dans les parcs et autres, hein. En ville c'est un petit peu différent. Je ramasse cette longe à la main et je laisse mon chien aller au contact. Maintenant, si je vois qu'il saute sur les gens ou autres, là je peux très bien avoir un petit nom, tirer sur ma laisse, et j'en fais pas tout un cas, je passe rapidement à autre chose. Mais je laisse mon chien expérimenter, je ne mets pas de tension sur la longe, j'essaie de garder la longe détendue, je garde un comportement normal et détendu, et en fait cette longe, elle me sert uniquement de marge de sécurité. C'est-à-dire que si j'en ai pas besoin, si mon chien passe à côté des gens et qu'il leur saute pas dessus, qu'il va juste les sentir un petit coup, si mon chien passe à côté de l'autre chien, qu'il le sent un petit coup et que rapidement après, quand j'avance, il me suit, et bien c'est très bien. On rentre bien dans ce cadre d'éducation naturelle, d'autorégulation, de mimétisme avec le maître qui garde un comportement normal et qui met pas de tension sur sa laisse ou sur sa longe, et tant mieux, on a gagné, tout en ayant une marge de sécurité avec cette longe. Donc c'est vraiment l'intérêt de la longe en éducation naturelle. Maintenant, comment est-ce qu'il faut travailler en éducation naturelle par rapport à l'environnement? Eh bien la première chose, c'est qu'il faut confronter son chien le plus régulièrement possible à un environnement riche. Régulièrement, pourquoi? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de ce phénomène d'habituation. Pour avoir de l'habituation, il faut que ce soit régulier. Si j'emmène mon chien une fois par mois au marché, ça va être loin, très loin même d'être suffisant. Deuxième chose, j'ai finalement un environnement riche. Je propose à mon chien un environnement riche. Ça, c'est pour travailler en saturation. Si je promène mon chien au milieu des champs derrière chez moi et que je croise 2 pèlerins à la semaine, autant vous dire que le chien n'est pas prêt de se réguler, pas prêt de saturer, pas prêt de s'habituer, et il aura aussi beaucoup plus de mal de vous mimer parce qu'il sera confronté moins souvent à ces expériences-là. Donc autant vous dire que promener son chien dans les champs derrière chez vous et croiser 2 pèlerins, même 2 pèlerins par jour, honnêtement ce sera loin d'être suffisant. Donc c'est important pour travailler en éducation naturelle de confronter son chien le plus régulièrement possible à un environnement riche. Maintenant, si ma promenade du quotidien se fait dans un environnement un petit peu plus pauvre, c'est-à-dire dans les champs, la petite forêt à côté de chez moi, ça va. Maintenant, le week-end, j'essaye effectivement d'emmener mon chien dans des environnements plus riches, dans des parcs, dans des forêts un petit peu plus fréquentées, etc. Donc on a dit confronter le chien le plus régulièrement possible à des environnements riches, en le laissant en liberté, si nécessaire avec un petit moyen de contrôle avec la longe, mais j'ai cette liberté, pourquoi? Pour le phénomène d'autorégulation, et puis en gardant finalement une attitude normale pour cette part de mimétisme. Attention, on travaille en sécurité lorsque le chien est confronté à des dangers, donc je ne vous invite pas forcément à travailler en éducation naturelle en ville, d'accord? Du moins, pas dans un premier temps. Pourquoi? Parce que en ville, il va y avoir un certain nombre de dangers, et si le chien qui regarde à droite à gauche avant de traverser la route sait qu'il faut regarder à droite à gauche et que ça représente un danger, c'est qu'il l'a expérimenté. Sauf que si pas de chance, la première voiture qui arrive, elle n'a pas le temps de s'arrêter, bah, paf, le chien. Donc bien évidemment qu'on ne travaille pas dans cette optique-là dès le début. Donc en ville, on va simplement essayer de mettre en place le mimétisme en gardant une attitude normale et en ayant une longe détendue, de l'autorégulation en laissant son chien aller voir à droite à gauche, etc. Mais de l'habituation et de la saturation aussi, mais il y a cette phase de liberté qui est quand même un petit peu plus restreinte. Maintenant, la deuxième chose, c'est travailler en sécurité aussi lorsque votre chien représente un danger, c'est-à-dire un chien adulte qui a tendance à être réactif,
qui a tendance à sauter sur les gens pour pincer, qui a tendance à courir derrière les joggers ou les cyclistes pour pincer aussi. C'est des réflexes qui peuvent être plus ou moins instinctifs chez certaines races de chiens. Et donc là, à partir du moment où on a des troubles du comportement comme ça, on va adapter l'éducation naturelle de façon à ne pas avoir de danger. Et ça, je vous invite à consulter un éducateur canin ou à me consulter moi directement si vous n'êtes pas trop loin pour qu'on puisse traiter ça et voir comment on s'y adapte. Maintenant, en dehors de la méthode, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemble finalement, comment est-ce qu'on peut mettre en place très concrètement cette éducation naturelle au quotidien. On va présenter un petit peu les avantages et inconvénients de cette méthode. Les avantages, très clairement, ça permet d'avoir un chien qui finalement adopte le bon comportement de lui-même. C'est-à-dire que le chien n'est pas influencé par son maître, qui va renforcer ou réprimander des comportements. Non, le chien de lui-même adopte le bon comportement. Et finalement, ça permet d'avoir un chien en lequel on a une confiance quasi absolue. C'est-à-dire qu'on sait que finalement, si le chien ne va pas voir le jogger, le cycliste ou l'autre chien, c'est pas parce qu'il sait que je suis derrière et que je contrôle. C'est parce qu'il n'a pas envie d'aller le voir. Ça ne l'intéresse pas. Et donc là, clairement, c'est la bonne éducation, je suis tranquille, je me promène, je sais que mon chien, il en a rien à faire, il s'y intéresse pas. Et donc finalement, ça se passe très bien et j'ai pas besoin d'être tout le temps finalement en contrôle sur mon chien, que ce soit par du positif ou par une éducation qui serait plus coercitive. Maintenant, c'est aussi l'éducation qui demande le moins d'efforts actifs. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'intervenir pour éduquer mon chien. En revanche, ça demande souvent un gros effort en termes de contrôle de soi et de ses émotions. Il y a beaucoup de maîtres qui ont du mal avec ça, ils ont l'impression que s'ils vont lâcher leur chien en forêt, le chien va se sauver et qu'il ne va jamais revenir. Je vous rassure, ça m'est jamais arrivé jusque-là. Mais en tout cas, ça demande le moins d'efforts actifs, donc c'est un avantage. Maintenant, ça permet la liberté absolue dans tous les environnements auxquels le chien est habitué. Et ça, c'est un gros avantage aussi. J'ai pas besoin d'avoir de laisse, mon chien est en liberté, il fait sa vie, je fais ma vie, j'ai confiance et ça se passe bien. Et puis, dernier avantage, ça permet de faciliter l'apprentissage des ordres. Vous allez le voir, l'éducation repose sur un équilibre. D'accord ? L'équilibre qu'il y a entre ces trois méthodes d'éducation, on va l'aborder dans la 4e vidéo. Maintenant, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est que ce qui pose problème en éducation en général, c'est l'environnement, les stimuli. Les clients m'appellent toujours, ils disent « Non mais mon chien à la maison il écoute bien, quand je lui dis assis il s'assoit, quand je lui fais bouger il bouge pas, etc. Quand je lui dis viens il revient. Le problème c'est dès que je suis dehors. » Eh bien oui, pourquoi ? Parce que ce qui pose problème, c'est pas d'écouter en soi, c'est pas la compréhension du mot viens ou la compréhension du mot assis. Ce qui pose problème, c'est de s'asseoir ou de venir alors qu'il y a un stimuli en face. Ça c'est ce qui pose problème. Et donc l'éducation naturelle permet de travailler là-dessus, puisqu'en fait votre chien, comme on l'a dit, vu qu'il s'est autorégulé, etc., habitué, qu'il a saturé, et bien finalement il n'est plus intéressé par ces éléments, ces stimuli. Il n'a plus envie de courir voir le jogger pour voir ce que c'est, il sait ce que c'est. Il n'a pas envie d'aller courir vers l'autre chien pour aller jouer avec parce que c'est le seul qu'il a croisé de la semaine et qu'à chaque fois son maître est en train de tirer sur la laisse pour l'empêcher d'y aller et est en train de le frustrer. Non, il sait ce que c'est un autre chien, il sait qu'il y en a qui sont sympas, il sait qu'il y en a d'autres qui le remballent, qui vont le remettre à sa place, donc ça l'intéresse pas plus que ça, il va peut-être aller le voir, mais ça s'arrête là. Et donc finalement, si je diminue l'intérêt que représentent les stimuli de l'environnement de mon chien, eh bien j'augmente d'autant plus sa capacité à être réceptif puisqu'il ne s'intéressera pas à ça. Et donc au moment où je vais donner un ordre, viens, ce ne sera pas un dilemme entre je vais aller voir l'autre chien ou j'ai ma récompense. Ce sera juste un choix de dire ok, je vais récupérer ma récompense. Donc j'ai vraiment tout intérêt à travailler dans cette optique-là. Ensuite, les inconvénients de l'éducation naturelle, puisqu'il y en a malgré tout. Inconvénient de l'éducation naturelle, ça ne permet pas de travailler l'apprentissage des ordres. Vous avez bien compris que le principe de l'éducation naturelle, c'était la non-intervention du maître. Donc si je n'interviens pas, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir travailler l'apprentissage des ordres. Deuxième inconvénient, ça ne permet pas de réguler des patrons moteurs, c'est-à-dire des comportements innés qui sont très forts, ou de corriger finalement des troubles du comportement qui sont importants. D'accord ? Opium, silence. Silence, c'est bien. Très bien.
Alors, ça ne permet pas de réguler, comme je vous dis, les patrons moteurs, c'est-à-dire que le border collie qui d'instinct va avoir tendance à courir derrière ce qui bouge et qui va avoir tendance à courir derrière les cyclistes ou les joggeurs, je ne vais pas pouvoir forcément travailler à 100% en éducation naturelle parce que lui, son instinct lui dit de courir derrière ce qui bouge. Donc, je ne vais pas pouvoir m'orienter sur l'éducation naturelle de façon absolue en me disant je le laisse faire sa vie, il court derrière tout le monde et puis ça va bien se passer. Non, puisque là, pour le coup, son instinct va lui dire de courir derrière ce qui bouge. Donc, il faut le rediriger, il faut le travailler d'une façon différente. Il y a deux autres modes d'éducation qui vont nous permettre justement d'influencer ça aussi, mais là l'éducation naturelle ne sera pas forcément suffisante. Et puis la deuxième chose là-dessus, c'est que ça ne permet pas non plus de travailler sur un trouble du comportement qui est très important, c'est-à-dire que le chien qui a tendance à sauter sur les gens pour les pincer parce qu'il fait de la protection autour de son maître, peu importe la raison, et bien ça ne permet pas de travailler ça. Je ne vais pas me dire mon chien va mordre les 10 premières personnes qu'on va croiser et puis après ça va bien se passer. Alors c'est juste ma chienne qui se réveille et qui se cogne la tête dans la table quand elle se lève parce qu'elle n'est pas encore très réveillée. Ok, dernier élément, dernier inconvénient, ça sous-entend aussi en fait cette éducation naturelle, vous l'avez bien compris, d'accepter une part de risque, c'est-à-dire que si je laisse mon chien en liberté en forêt, ça sous-entend que j'accepte le risque que peut-être une fois de temps en temps il va sauter sur quelqu'un, ça va être un petit peu dérangeant, je vais m'excuser puis je vais passer à autre chose. Ça sous-entend aussi, si je commence à travailler en éducation naturelle en ville, il y a aussi une petite part de risque, si mon chien commence à aller sur la route, il ne fait pas bien attention, etc. Donc ça sous-entend d'être bien maîtrisé et d'être utilisé de façon intelligente. C'est-à-dire qu'on aura 3 modes d'éducation et qu'encore une fois, et je me répéterai de façon régulière là-dessus, l'objectif est de trouver l'équilibre pour justement ne pas être confronté à de trop nombreux risques en éducation, parce que ce n'est pas l'objectif non plus. Bref, on a fait le tour de cette éducation naturelle. On va maintenant pouvoir aborder dans les 2 vidéos suivantes éducation positive, éducation coercitive, et on se retrouve sur la 3e vidéo pour voir quel équilibre on va essayer de mettre en place sur ces 3 méthodes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.